France Maghreb 2. La question du LGF, le gouvernement qui a admis des dysfonctionnements dans le dispositif de sécurité mis en place samedi à Paris. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, doit-il démissionner? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. On en parle dans un instant avec Anan Zawani qui fait son retour dans le LGF et Gamal Abina et vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000. Nous sommes lundi, vous le savez, et comme tous les lundis, c'est l'heure de l'entretien du LGF. Aujourd'hui, c'est Salim Laibi que nous recevons pour son livre « Ils aiment l'islam », préface de Pierre Dortiguier tout à l'heure à 17h. Nouveauté à partir de tout à l'heure, 18h, le LGF joue les prolongations et désormais chaque lundi pour le grand forum du sport. Avec Razik Metich et Hicham Terak, nous allons refaire l'actualité du sport avec aujourd'hui au programme retour sur le match de Paris-Marseille hier soir au Parc des Princes. Également le tirage de la Ligue des Champions et le 15 de France qui a enfin gagné. C'est parti pour votre LGF en ce lundi jusqu'à 19h. On recevra dans notre entretien du LGF tout à l'heure à 17h monsieur Salim Laibi qui viendra nous présenter son dernier livre « Ils aiment l'islam ». C'est un personnage un peu sulfureux, Salim Laibi, ou pas? Un petit peu. D'accord. Je connais pas très bien, mais Eh ben, on fera connaissance avec lui tout à l'heure entre 17h et 18h. Et donc tout à l'heure, à 18h, 19h, le grand forum du sport, tous les lundis désormais. C'est le supplément du LGF, le lundi, pour parler sport. Et on parlera foot et rugby aujourd'hui, avec évidemment, au lendemain de cette magnifique victoire du PSG face à Marseille au Parc des Princes hier. On parlera du tirage de la Ligue des Champions, bien sûr, qui a eu lieu vendredi, et bien sûr aussi du rugby, parce que le 15 de France a gagné avant le mondial, ça fait du bien. Mais pour l'heure, on parle de ce qui s'est passé donc samedi sur les Champs-Élysées. Que quelques jours auparavant, on a M. Castaner qui fait tout un reportage et toute une interview en dénonçant et en montrant du doigt certains casseurs et qu'il n'est pas capable de les arrêter aujourd'hui. Donc on se demande à quoi il sert et si au pire les casseurs ne le servent pas lui-même pour pouvoir discréditer à chaque fois un peu plus le mouvement. Que fait la police, que fait Castaner pour pouvoir éviter ces fauteurs de troubles, pour pouvoir mettre la plus belle avenue du monde dans cet état-là? Aujourd'hui, partout en France et dans certains endroits à Paris, des manifestations se sont tenues. Il faut le dire d'ailleurs dans le calme, la dignité. Mais sur les Champs-Élysées, ce qui s'est passé, ça ne s'appelle plus une manifestation. Ce sont des gens qui veulent détruire la République, tout avec elle. Et tous ceux qui étaient là se sont rendus complices de cela. Tous ceux qui étaient là. Et je crois que maintenant, nous devons d'abord en tirer toutes les conséquences et le comprendre, collectivement, et prendre des décisions claires, fermes, pour que ça ne se reproduise plus. La difficulté dans laquelle nous sommes, nous la connaissons. Nous avons un cadre, nous sommes attachés au droit constitutionnel. Mais nous avons aujourd'hui des gens qui, par tous les moyens, essaient de détourner cela simplement pour abîmer la République, pour casser, pour détruire, au risque d'ailleurs de tuer. On l'a encore vu avec l'incendie qui s'est produit ce matin. C'était Emmanuel Macron lors de la cellule de crise. Il est rentré du ski rapidement, un peu en urgence suite à ce qui s'était passé donc samedi sur les Champs-Élysées. Un air grave avec évidemment Christophe Castaner, le Premier ministre Édouard Philippe et le gouvernement qui est acculé, attaqué, critiqué, bien forcé de reconnaître des dysfonctionnements, un échec même, a-t-on entendu ce matin. Quelle réponse possible face à la violence qui gangrène le mouvement des Gilets jaunes après 4 mois de débordements plus ou moins fluctuants? Les images de casse de samedi sur les Champs-Élysées, donc force à la réaction. C'est ce qui s'est passé visiblement ce matin, puisque le Premier ministre a été reçu ce matin. D'abord, une première réaction, Gamal, de ce qui s'est passé samedi sur les Champs-Élysées. 80 boutiques touchées. Le Fouquet's, le célèbre restaurant, le Fouquet's a été complètement incendié, saccagé. Des images horribles parce que on a failli d'ailleurs bien connaître un drame avec cet immeuble en feu et cette maman avec son bébé qui a failli se retrouver coincée dans l'incendie. Bref, c'est des spectacles de guerre là qu'on a vu à Paris samedi. Oui, un petit peu le problème de ce qui s'est passé samedi, c'est une conséquence directe d'un sentiment d'incurie, il se passe rien, le gouvernement n'agit pas vraiment, et puis surtout
les débordements devaient forcément arriver. 18 actes quand même, 18 semaines non-stop. Et le Fouquet's, surtout, parce qu'ils ont beaucoup pleuré pour le Fouquet's, je trouve ça énorme. C'est quand même une symbolique forte par rapport à Sarkozy qui consacrait sa victoire. C'est-à-dire que les gens l'ont pas oublié, c'est marqué sur les murs. Après, ils attaquent quoi? Ils attaquent des banques, ils attaquent des établissements prestigieux, et ils sont en train d'attaquer. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est vraiment le pauvre de province qui se venge de Paris. C'est un peu l'impression que ça donne. Oui, sauf que c'est pas tout à fait ça, Gamal, faut l'avouer quand même. Ce sont la plupart du temps des gens qui se disent des black blocs, des antifas qui ont commis ces actes samedi, visiblement. À en croire l'extrême gauche, effectivement, oui, qui est présente, qui n'est certainement pas venue là pour manifester, mais simplement pour casser, piller Hossein. Ouais, c'est clair, mais comme disait Gamal, ils s'attaquent à un symbole quand même. Ils vont pas attaquer n'importe quelle boutique ou n'importe quelle vitrine. Quand on parle de l'incendie et le drame qui a failli arriver, bien sûr, je pense que même les pires des black blocs, s'ils voulaient pas incendier un foyer, un appartement ou tuer une famille, une mère et sa fille, c'est pas l'intention qu'ils prêtaient en faisant ça. C'est vraiment bête, on n'excuse pas, c'est clair. Par contre, faut pas rentrer dans le jeu des médias et des hommes politiques. Leur but, c'est de criminaliser tout ça. Alors, ils ont pas besoin d'eux, bien sûr, parce que là, les black blocs, ils l'ont bien fait tout seuls, se criminaliser. Mais quand même, j'insiste sur ce point que Gamal vient de dire, c'est vraiment des symboles qui s'attaquent. Ça se passe sur les Champs-Élysées ou dans les grands quartiers parisiens. Ceux qui sont attaqués, c'est des grandes banques, comme celle qui a été incendiée. Le message, il est fort, il est encore plus fort pour le Fouquet's. Il faut pas se tromper de message. Des images, en tout cas, terribles quand même, qu'on a vu samedi, Hanan. Donc toutes ces 80 boutiques quand même attaquées sur les Champs-Élysées, des vraies scènes de guérilla qu'on a pu voir sur les images, sur les vidéos, et un véritable dysfonctionnement du service sécurité. Et d'ailleurs, le gouvernement est forcé de le reconnaître aujourd'hui. Alors voilà, moi ce qui m'a interpellé plus que les boutiques, que ce soit le Fouquet's, les banques ou Samsung ou les casseurs mettent en plus merci Samsung, ça me choque pas plus que ça. Les black box, c'est un autre mode d'action, c'est un mode d'action collectif pour se faire entendre quand tous les autres modes d'action ne fonctionnent pas. Est-ce que j'appuie forcément que non, mais je comprends. Ce qui m'interpelle surtout, c'est pourquoi on n'a pas eu suffisamment de services de sécurité présents sur les Champs-Élysées, alors que le vendredi, donc la veille, les autorités, la police et Kastner notamment, Macron aussi, qui s'est payé le luxe quand même d'aller au ski, étaient tout à fait au courant qu'ils allaient intervenir. Donc en face, les moyens n'ont pas été mis en place. On a un président de la République qui, le lendemain de la fin du débat national, donc qui est quand même une date très importante, une date symbolique importante, va au ski. Donc voilà, sans tomber effectivement dans le pourquoi ou certaines thèses complotistes, effectivement, ça prête à interrogation. Si on avait vraiment voulu mettre en face des moyens conséquents, il n'y aurait pas eu de casse. Donc la question, c'est est-ce que ça n'arrange pas le pouvoir, tout simplement. C'est la question effectivement qu'il se pose, et nous on vous en pose une autre, évidemment, au vu de ce qui s'est passé, des dysfonctionnements de sécurité, service d'ordre. Samedi, ce qui a donc nous a offert un spectacle terrible samedi sur les Champs-Élysées, sur la plus belle avenue du monde. Est-ce que dans une démocratie dite normale, Gamal, le ministre de l'Intérieur ne doit-il pas démissionner? Ah oui, là, clairement. 18 actes et il se retrouve avec... Là, on parle aujourd'hui, enfin, celui qui est sur la sellette, c'est le préfet de police de Paris. Oui, bah, ça l'empiste. Il faut être très clair. Il y a un dysfonctionnement des forces de l'ordre évident. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est quand même, il y a un message qui est fort de la part des manifestants. Je parle pas seulement des black box. Ils y vont quand même. Ils savent qu'il y a une loi anti-casseurs qui a été votée, actée aujourd'hui, c'est réglé. Et ils y vont. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés. Ils iront jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que quand la police semble ne pas exister sur les champs, on est très surpris. C'est quand même des endroits névralgiques. On est quand même dans une situation quasiment d'état d'urgence. Et pour autant, ils font ce qu'ils veulent, les manifestants. Alors, en tous les cas, le chef de l'État qui promettait samedi des mesures fortes, lesquelles? Eh bien, il en a parlé ce matin à l'Élysée, donc en fin de matinée, avec le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de l'Intérieur également Christophe Castaner et son secrétaire d'État Laurent Nunez, ainsi que Nicole Belloubet, qui est la ministre de la Justice, je rappelle. Et selon les informations du Parisien confirmées par l'agence France Presse, le chef de l'État envisage purement et simplement d'interdire les manifestations sur les Champs-Élysées. Est-ce que ça n'a pas posé un problème de droit juridique, cette histoire aussi? Constitutionnel. Le droit constitutionnel, absolument, d'interdire les Champs-Élysées. Bien sûr. Ouais. Ça va être dur pour eux, Faudra trouver les bons arguments. Je pense pas que ça va passer. L'erreur, elle est pas du
forcément que du côté des Black Blocs et etc. C'est comme l'a dit Hanan. Je vous trouve un peu gentil moi avec les Black Blocs. Non, on n'est pas gentil. C'est pas qu'on n'est pas gentil, c'est qu'on. Est-ce que c'est un moyen de manifester que d'aller casser? C'est un mode d'action. Ce qu'on veut dire, c'est que un mode d'action, c'est pas d'aller casser. Oui, mais ils sont pas. C'est un mode d'action et comme ils ont les gilets jaunes, excuse-moi, mon cher Houssine, l'ont bien précisé, c'est le seul moyen de nous faire entendre. Quand il n'y a pas de casse, on nous entend pas. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je les défends pas ni rien, mais on était quand même alertés. Les Black Blocs, ils n'existent pas depuis aujourd'hui. Oui. La plupart du temps, on les voit aussi dans les grosses luttes pour le climat, etc. Ou dans d'autres manifestations. On se rappelle à la COP 21, entre autres. Hein. Voilà. Maintenant, ils sont toujours du côté du peuple. C'est dur quand même si on n'excuse pas ce qu'ils ont fait, etc. C'est dur d'avoir en tant que personnes populaires, en tant que peuple, en tant que personnes qui sont du côté du peuple, d'être contre les Black Blocs ou des mouvements comme cela. Moi, j'ai des révolutions dans l'âme, j'aime les grandes révolutions dans le monde et toutes se sont passées de cette manière-là. Après, comme je voulais dire, c'est pas forcément que de ce côté-là qu'il faut trouver des coupables. Oui. L'État, le gouvernement, les instances comme la préfecture de police de Paris, etc. Tous étaient informés de ce gros samedi noir, etc. Oui. Les moyens n'ont pas été mis en place. Si on va condamner plusieurs personnes, c'est normal, etc. Faut aussi qu'il y ait du côté du gouvernement des grosses décisions comme par exemple la démission de Castaner entre autres. Oui, là, mais les Black Blocs en réalité c'est pas une organisation, on n'est pas capable de dire qui que ce soit, donc c'est des citoyens qui décident d'agir tout simplement, donc sur qui on va jeter la pierre. Ce qui m'intéresse c'est pas ça, c'est parce qu'on parle beaucoup de violence matérielle et c'est sûr que ces grands bourgeois, on voit leur vitrine péter. J'étais sur le boulevard des Italiens, j'ai vu aucune casse sauf une banque. La vitre a été cassée, je vais pas donner le nom de la banque, mais dans tous les cas de figure, ça me fait rigoler parce que la violence qui est faite à la population en termes de surimposition, en termes de paupérisation, en termes de taxation, celle-là on n'en parle pas depuis 20 ans. C'est intéressant. Donc c'est ras-le-bol qui s'est manifesté là. Mais regardez l'Algérie. Il y a 20 millions de personnes dans les rues, il n'y a pas un problème. Et en France, il y a à peine 10 000 personnes à Paris, c'est le bordel total. C'est pas le même contexte historique. Ils ont vécu les années noires, donc forcément, ils sont plus alertés du fait qu'il faille protéger leur pays. Donc aujourd'hui, oui, pour les manifestations en Algérie, ils sont encore dans un mouvement positif où ce qu'ils souhaitent transmettre en réalité au peuple du monde entier, parce qu'aujourd'hui, leur message avec plus de 20 millions de manifestants est considéré comme la manifestation la plus importante au monde, mais on verra dans quelques semaines quand le pouvoir va peut-être changer sa position, se durcir ou pas. Oui, mais c'est deux contextes faut comparer aux Algériens de France. Hier, j'étais à la manifestation, les CRS, c'était de la promenade, ils prenaient une boisson, ils étaient pas inquiets. Parce que les Algériens ont fait quoi? Ils ont fait la circulation, ils étaient en gilet jaune et ils faisaient les circulations. On rappelle que la manifestation n'était pas déposée en préfecture, il n'y avait pas d'autorisation pour cette manifestation de samedi. Spontanée, oui. Voilà. Et on peut pas en plus interdire comment on laisse non autorisé. Mais comment on laisse des gens se rassembler sachant ce qui va se passer alors que c'est pas il n'y a pas une autorisation préfectorale, Parce qu'ils n'ont pas le choix, Christophe, de toute manière qu'il y ait autorisation ou pas autorisation, ils vont y aller. Donc il y avait quelques chiffres qui étaient parus pour 10 000 manifestants. En réalité, en face, il faudrait 50 000 policiers. On les a pas. Clair. Oui, effectivement. Donc on a sous-estimé, en tout cas ça c'est clair en matière de sécurité. Donc comme je disais tout à l'heure, dans une démocratie dite normale, normalement après cet échec, parce que c'est un véritable échec, ce qui s'est passé samedi, le ministre de l'Intérieur, c'est le premier flic de France, est-ce qu'il doit démissionner? Ben là c'est un score sans appel, j'ai envie de dire. 89% à le penser sur Twitter, le grand forum FM2, et vous pouvez continuer de voter, ainsi que sur Facebook. France Maghreb 2, vous êtes 88% là, pensez également. Et vous nous appelez bien sûr au 01 40 33 9000 avant de prendre des auditeurs. Le préfet de police, je le disais tout à l'heure, serait donc sur la sellette. Il lui fallait décider vite et fort. Pas question pour l'exécutif de vivre un autre samedi de violence. Quitte à se répéter, Emmanuel Macron, Édouard Philippe avait déjà joué le registre martial, vous vous en souvenez, pour aboutir à la loi anti-casseurs. Mais le texte est toujours suspendu à la validation du Conseil constitutionnel. Du coup, voilà, on est dans un système où Emmanuel Macron, finalement, peut pas faire grand-chose. Il peut dire, effectivement, on va interdire les manifestations sur les Champs-Élysées, mais en droit, personne ne peut pas empêcher les gens de venir aux Champs-Élysées. Mais s'il veut, c'est juste pour ça. Il veut interdire quoi, Macron? Les manifestations sont depuis le début illégales. Il n'y a jamais eu de dépôt d'autorisation. Donc s'il dit j'interdis, ils iront encore plus. D'ailleurs, on l'a déjà connu, ça, les manifestations pour la Palestine en 2014. Valls a dit on va interdire. Ça a été un effet d'entraînement massif. On y a été tous en masse parce que la Constitution, parce que la loi, parce que le droit de manifester est inscrit dans la loi. Par contre, voilà, je voulais revenir justement, j'allais parler des manifestations en 2014. On est bien concerné
concernés puisqu'on en a organisé une à Sarcelles à l'époque. Et puis on se rappelle de celle de Paris, Barbès, etc. On a eu des refus de droit de manifester, des interdictions de manifester justement pour risque de trouble à l'ordre public. Il y en a eu, et même qui sont pas argumentés, franchement pas. On sait pas pourquoi c'est sorti très facilement pour eux à l'époque de la Palestine. Aujourd'hui, si vous voulez le faire, ils pourraient le faire. Je pense que la contestation populaire, l'opinion publique en général font très peur au gouvernement et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris jusqu'à aujourd'hui des grosses décisions. Est-ce que ces histoires de violence arrangent le gouvernement, Anan? Oui, j'ai commencé par ça. Donc effectivement, ça fait c'est pas fait pour dire, voyez, les gilets jaunes, de toute façon, c'est des violents. Plusieurs semaines que dans la bouche des politiques, que ce soit Kastner, Macron ou toute cette brochette de défilés qu'on a sur BFM, CNews, etc. Ils n'arrêtent pas de dire il est temps qu'on arrête les manifestations. Donc là, effectivement, il a un angle d'attaque. Est-ce qu'il est légal ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va pouvoir interdire les manifestations? Je ne pense pas. Sur le territoire national, on a encore, d'après les chiffres officiels, un noyau de 10 000 personnes à peu près. 10 000 personnes à Paris, hein. Sur Paris? Oui, sur Paris, c'est entre 7 et 8 000 à Paris, exactement. D'accord. Alors, moi, je pensais que c'était sur toute la France. Donc, 7-10 000 personnes, c'est conséquent et c'est absolument pas anecdotique. Par contre, voilà, moi, ce qui m'interpelle, c'est que au niveau de la majorité, on a quand même la majorité qui s'est soulevée, en tout cas, face à cet amateurisme de Kastner, et que en face, la réponse qu'on apporte, c'est on va faire sauter Michel Delpech pour éventuellement lui faire payer sa prise de position sur Ben Allah. Voilà. Oui, en tout cas, voilà. Aussi. Oui, absolument. Ils ont le droit contre lui. Donc Emmanuel Macron, qui, vous l'avez compris, est sous le feu des critiques de l'opposition, tout ce week-end, incompétent, laxiste, coupé des réalités. La droite et l'extrême droite ont lancé les attaques les plus dures contre le manque d'anticipation de l'exécutif devant le risque de violence, puis contre l'attitude même du chef de l'État. Emmanuel Macron s'est offert un week-end au ski. Au pire moment, j'allais dire, il est rentré précipitamment à Paris, mais le mal était fait, donnant l'impression quand même d'un excès de confiance ou d'un relâchement au sommet de l'État. Séquence catastrophique, surtout que le gouvernement était déjà tourné vers l'après grand débat, espérant avoir tourné la page des manifestations. Eh bien, le voilà encore une fois obligé de rendre des comptes et de faire son mea culpa affaibli. Nous n'y sommes pas, lâche Emmanuel Macron samedi soir. Donc Matignon, qui lui reconnaissait, Édouard Philippe reconnaissait des dysfonctionnements. Donc bien entendu. Alors des comptes à rendre aussi que devront rendre aussi demain le ministre de l'Intérieur et son homologue de l'économie Bruno Le Maire. Ils sont attendus tous les deux devant les commissions des lois, des affaires économiques, la commission des lois et des affaires économiques, du Sénat. Philippe Bas, le président de cette commission des lois, estime aucune hypothèse, ne doit être écartée pour sortir de la routine de la violence. Donc ils vont être entendus et convoqués demain au Sénat. C'est vrai que ça rappelle l'affaire Ben Allah, cette histoire, Sénat, commission des ça. Donc voilà. Donc Christophe Castaner, visiblement, on n'est vraiment pas sur la sellette. Pourtant, dans une démocratie dite normale, je le disais tout à l'heure, il devrait partir, il devrait démissionner. C'est un véritable échec pour lui et pour Laurent Nunez également, qui disait ce matin, ce sont 10 000 casseurs. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de différence entre les Black Blocs ou les Antifa et les vrais gilets jaunes, j'ai envie de dire, ceux qui étaient là pour manifester depuis le 17 novembre. Il a associé tout le monde, tous ceux qui étaient là, et d'ailleurs le président de la République l'a dit samedi soir. Tous ceux qui étaient là se sont rendus complices. Ça fait des semaines qu'on entend qu'on est complice. Si on se rend aux manifestations, non, on est complice de rien du tout. Je m'y rends pas à titre personnel, mais est-ce que ça peut faire changer l'opinion du soutien ni du peut faire changer l'opinion? Est-ce que ça peut changer l'opinion? Est-ce que ça peut faire changer l'opinion, cette histoire? Sondage encore hier, on a toujours 75% de sympathie envers les gilets jaunes. Ça changera pas. Après, pourtant les médias ont bien accentué sur ce qui s'est passé samedi. Les médias, c'est pas l'opinion. Les médias, c'est des leaders d'opinion qui veulent influencer l'opinion. Ça ne fonctionne pas. Puis il y a une chose qu'il faut pas oublier quand même, parce que les gens oublient le fondement. Moi, je m'en fiche complètement qu'on ait déglingué le Fouquet's. Le problème, c'est pas le Fouquet's. Le problème, c'est de savoir la symbolique du Fouquet's. C'est quoi? C'est des lieux de haute bourgeoisie. Et aujourd'hui, ce qui fait peur à l'aristocratie nouvelle, qui est la bourgeoisie, c'est que ce petit peuple qu'on a pris pour des va-nu-pieds, commence à se manifester comme il y a 220 ans pour la Révolution française. C'est-à-dire, le sentiment que ça donne en général, c'est de dire, nous manifestons parce qu'on en a marre de cette humiliation permanente, de cette surtaxation, de cette réduction finalement à l'état de pauvreté avancé. C'est ça la question qui se pose. C'est clair. Méziane est avec nous. Salut Méziane. Oui, salut les amis. Bonjour Méziane. Bonjour. Je m'excuse, je me rappelle pas ton prénom. C'est Hanan. Bah voilà, je suis partie 3 mois, vous m'avez oublié. Voilà. Comment Hanan.
Hanan. Non mais il est sourd à son âge. Voilà. Hanan, oui. Oui, c'est l'âge. à son âge, les sonotones, tout ça, voilà. Bon, écoutez, je crois que notre président Emmanuel Macron, je crois que là, il est perdu. Il a tout essayé. Ça fait 4 mois que ça dure. Il a pris une seule décision qui était de la poudre de perlimpinpin. C'était le 10 décembre en donnant 10 milliards, en essayant de distribuer 10 milliards qui va reprendre d'une autre manière, de toute façon, puisqu'il n'y a pas de sous dans les caisses, paraît-il, de l'État. Donc, de toute façon, tout ce qu'il donne d'un côté, il le reprend d'une autre côté, dans l'autre poche. Donc, d'une certaine manière, il tourne en rond. Et il est en train de, comment on appelle ça, en même temps, tiens, une petite anecdote, j'ai entendu un manifestant en Algérie qui disait que mardi, c'est-à-dire demain, ils vont couper le gaz pour la France. Ils ont dit, vous avez qu'à aller chercher du bois pour vous chauffer. C'est pour fêter l'anniversaire des accords d'Évian. Voilà. Donc, mais quand même, je crois qu'il mène le même combat que la mafia en Algérie, hein. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a soutenu comment on appelle ça, la prise de position du gouvernement d'Algérie, en disant on va faire ceci, enfin de l'arnaque quoi. Il a apparemment dit que c'était une décision très sage et le peuple algérien est retourné complètement contre lui, hostile à ses propos. Oui, on a vu des Macron dégage dans la manifestation en Algérie. Et maintenant, pour ce qui est des gilets jaunes, je crois qu'il doit tabler sur que le mois de juin, après il va y avoir les vacances et que les gens vont finir par désarmer entre guillemets et qu'ils vont abandonner un petit peu comme l'histoire de Nuit debout. Et je crois qu'il a décidé une fois pour toutes de faire la manière forte, c'est-à-dire de ne pas baisser son cap, de ne pas changer son cap. Son cap, c'est le capitalisme, et il veut prôner le capitalisme mondial, aussi bien chez nous en Algérie, pour ne pas dire la mafia, parce que le capitalisme, c'est quoi? C'est la loi du plus fort, et tout ce qui est social, on va dire, ça sera au gré des gens charitables, c'est-à-dire que quand vous tendez la main dans la rue, s'il y a quelqu'un qui vous donne une pièce, estimez-vous heureux, parce que les riches, de temps en temps, ils font des bonnes actions, mais d'un point de vue de l'État, il ne faut pas compter sur elle, parce que c'est la loi de la jungle et du plus fort. Donc, la liberté totale, du poulailler libre, avec le renard libre. Donc, soyez intelligents, soyez forts, et soyez surtout pas humains, et pour lui, il n'y a aucune nation qui existe. Il n'y a aucune religion, aucun peuple, aucune famille. Il n'y a que le business mondialisé et vous êtes tous des consommateurs. Et puis après tout, que le plus fort gagne. Et le pauvre malheureux, que ce soit parce qu'il n'a pas fait d'études, il n'a pas il n'a pas de diplôme, ouais. Il a qu'à tendre la main dans la rue et puis au gré des gens charitables. Bon, mais merci. Méziane, parce que les riches ont tout pris. T'as fait ton Frixit de première là. Merci beaucoup mon Sofiane, à bientôt. Méziane, après pardon. sur le fait que ils s'en foutent des religions ou des personnes, voilà, peut-être que c'est un petit peu exagéré parce que d'un point de vue religieux, en tout cas, il a pas cassé. Ouais. Voilà. Il a levé le pied sur l'islam, c'est clair. Ouais, mais oui. Mais pas que, en tant que personne de confession chrétienne, il se rend dans une église, il est capable de faire le signe de croix et de l'assumer. C'est un jésuite, hein. Mais justement, ce que j'ai toujours dit, on peut condamner plein de choses Macron, mais depuis plusieurs présidentielles qu'on a eu, plusieurs présidents qu'on a eu, c'est le premier qui n'a pas trop fait de polémique, en tout cas pas mon souvenir, sur les communautés, qui les a pas divisées, qui les a pas opposées pour l'instant. Oui. Je sais pas l'avis que vous avez. Permettez-moi de vous dire que on a eu des gouvernements par le passé, comme Hollande, Sarko, tout le monde. Oui, il y a eu des divisions des communautés en France qui a été phénoménale. On revient souvent sur ça en disant oui, mais Macron, il est plus cool que les autres. Attention, s'il y a quelqu'un d'autre, oui, de toute façon, s'il y a quelqu'un d'autre, ça va être pire, on le sait. Ah non, mais je dis pas par ça, contre, ces ministres, ces députés, eux, ils sont clairement, pour certains, islamophobes. Et là, par contre, en tant que président, j'entends pas de voix qui s'élève. Ils sont rappelés à l'ordre régulièrement. Ils sont rappelés à l'ordre. Oui, absolument. Moi, en tout cas, j'y crois pas, Gamel. Si, c'était fait. Chaque fois qu'il y a un dérapage, c'est le Premier ministre qui parle. Il a fait le choix quand même d'un. Oui, allez. Il a fait le choix d'un ministre de l'Éducation, sachant pertinemment ses positions sur sa laïcité. Donc moi, on ne me fera pas croire qu'il en parle en arrière-cour, mais derrière, peut-être que ça sert ses intérêts. Je sais pas si c'est pas un agrégat d'imbéciles qu'il a mis autour de lui. Il faut être très clair. Ouais, je pense aussi. Là, il y a Bruno Le Maire, justement, là, il y a en pleine crise de gilets jaunes. Là, le gouvernement, ils sont en train de
proposer de vendre ADP. Oui. Ce qui est quand même, moi qui habite dans la banlieue nord, qui ai grandi avec eux, c'est un truc mais impensable. Mais c'est vraiment impensable, surtout quand le passé te donne des leçons comme les péages automatiques ont été, les concessions ont été vendues, etc. On voit bien qu'il n'y a aucun bénéfice pour la France et qu'au contraire, c'est une crise qui suit juste derrière. Faut savoir que Roissy, par exemple, pour un des ADP, ou Orly aussi, hein, donc nord de Paris, sud de Paris, deux gros aéroports, deux gros hubs européens, qui sont publics et qui emploient, je sais pas, des dizaines de milliers de personnes qui financent des dizaines des milliers et des milliers de foyers du nord de Paris et de sud de Paris que vous voulez privatiser. Mais au-delà du bénéfice que ça pourrait reporter, qui est ridicule, hein, parce qu'on parle de 10 milliards d'euros pour une concession de 70 ans. Le risque, c'est pas tellement ça, c'est pire, c'est le risque à l'anglaise. C'est des Thatcherings. Parce que Thatcher, quand elle a commencé à privatiser, le train s'est cassé la figure, il y a des accidents, il n'y a plus de maintenance, ils ont rentabilisé au maximum pour faire le moins de dépenses possible. Bilan des courses, le bilan anglais est catastrophique en termes de services publics, il n'y en a plus. Alors, on accueille Kamel qui est avec nous, mais je dois dire quand même que vous m'avez surpris, hein, parce que vous êtes en train de légitimer la violence quand même, mine de rien. Non. Bah si, qu'est-ce que vous me dites depuis tout à l'heure? On s'en fout du Fouquet, on s'en fout des boutiques. Non, je maintiens le capitalisme, de toute façon, voilà. Non, le Fouquet, je maintiens. Donc, le reste, non. Mais donc, vous, ça vous choque pas de voir une avenue comme ça saccagée, pillée? Les lieux de symboles, non, ça ne me choque pas qu'ils soient pillés, parce que on le répète, c'est un mode d'action qui mais violent, mais on n'est plus dans un état de droit. Je voudrais juste dire une phrase, la violence appelle la violence. La violence capitaliste. La violence, c'est le refuge des incompétents, moi j'ai toujours dit. Là, je suis d'accord. Hein. Voilà. Par contre, ce qui est un peu gênant dans les discours politiques, c'est qu'effectivement, parce qu'on a une poignée de casseurs qui vont saccager, on met en avant le fait que il y a eu, je sais pas, 1500 emplois perdus. Oui. Voilà, je trouve ça un peu léger, quoi. Alors qu'en face, ils sont pas nombreux, les emplois. Bon, Kamel, il attendra un petit peu, on a la pub et notre invité Salim Naïbi, qui sera avec nous, bien entendu, dans un instant pour passer son entretien et surtout pour nous présenter son livre Ils aiment l'islam. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec notre invité qui arrive dans 5 minutes. Aujourd'hui, la question que l'on vous pose, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, doit-il démissionner après ces dysfonctionnements survenus samedi sur les Champs-Élysées et cette journée d'ultra-violence et ces 80 boutiques touchées et saccagées, les pavés d'ailleurs de l'avenue arrachés. Kamel est avec nous, salut Kamel. Oui, salut à toi Christophe, salut à tes invités et à tous ceux qui sont à l'antenne et qui ils sont là nombreux. Bien évidemment. Oui. Bien, écoute, moi je vais répondre à cette question. Castaner, bien évidemment, aujourd'hui, je crois que ce serait un signe important, un signal important qui puisse se mettre en congé et laisse faire d'autres personnes peut-être. Ceci étant, moi ce que je voudrais, c'est beaucoup plus intervenir sur le fond. Moi, il y a deux sujets, par exemple, sur ces mobilisations, et j'ai été, et je suis toujours très mobilisé par rapport à tout ça. Simplement, on peut y amener ce supplément d'âme, à savoir pour quelle finalité tout ça se fait. Ok? Donc, moi, il y a deux exemples que je vais donner très précis. Voilà. C'est celui du journalisme, notamment, puisque au travers de la radio, on est très proche de ça. Le journalisme, aujourd'hui, les journalistes, les uns et les autres, tous ces médias qui existent et qui sont financés en grande partie par l'État, qui appartiennent, et notamment, je parle de la presse française, à 90% aux grands groupes, que ce soit les Bolloré, les Lagardère, les Drahi, etc., etc. Ouais. Je veux dire, il y a une injustice sociale qui est faite à ce titre, c'est que les millions d'euros qui sont donnés à ces gens-là et qui eux-mêmes défiscalisent à l'étranger, est une insulte à la population, est une insulte pour ceux qui souffrent, et je cible notamment ces hôpitaux, ces enfants malades, etc., etc. Alors ça, c'était un des premiers points. Je trouve que véritablement il y a un gâchis, on se fout de la gueule du monde. Il y a un autre domaine, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'aborder, c'est celui des 418 milliards que tous les groupes, les grands groupes de distribution, les Carrefour, les Auchan, les Castorama, etc., doivent à l'État. Et je vais vous dire. Ouais, ça veut dire que tu veux nous dire par là que s'il y a de quand on veut de l'argent, il suffit d'aller le chercher là où il est, quoi, en fait. Oui, absolument. Ouais. Absolument, mon cher Christophe. Et de l'argent, il y en a 418 milliards. C'est un couple de vieux commerçants qui, depuis 20 ans, se battent et ont passé 7 ans dans une roulotte. Ok? Il faut bien que tu vois, parce que je le suis véritablement investi à leur côté. Leur association s'appelle En Toute Franchise. Allez voir sur leur site et vous allez voir. Très bien. Ils doivent à l'État
418 milliards. Imagine un instant ce qui peut être fait avec 418 milliards. Pareil pour les journalistes. Au nom de quoi, aujourd'hui, on exonère les journalistes à hauteur de 7 000 € par an? Pourquoi pas le boucher du coin, le serrurier, etc., etc. C'est des questions qu'il faut poser dans notre société. C'est les questions qu'on pose, effectivement. Merci Kamel, parce qu'on est un peu pris par le temps, mais merci beaucoup en tout cas pour votre avis, cher Kamel. 01 40 33 9000, évidemment, pour intervenir. Ce qu'il nous dit aussi là, notre auditeur, c'est que de l'argent il y en a, il suffit d'aller le chercher, quoi. Ouais, c'est clair. Souvent on tape. C'est ce qu'on dit depuis le début. On tape sur le peuple et puis on laisse les grandes entreprises et les amis, les copains tranquilles, quoi, en fait. Ouais. C'est ce qui fait. Et c'est pour ça que j'ai fait le lien avec Bruno Le Maire qui annonce, enfin le gouvernement à travers Bruno Le Maire qui annonce peut-être la vente d'ADP. C'est encore une fois, voilà, le peuple est en train de gueuler, il meurt de faim, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Mais d'un autre côté, on prend une décision, on essaie de prendre une décision qui est hors du commun et incompréhensible, la vente d'ADP. Gamal, un petit mot sur ce qui s'est passé aux Pays-Bas ce matin, et bien entendu, on présente toutes nos condoléances aux personnes qui sont décédées ce matin. Ils seraient a priori 3. Et surtout, on va observer avec beaucoup d'attention le traitement médiatique. Parce que vous vous rappelez évidemment de ce qui s'est passé au Nouvelle-Zélande vendredi. 50 morts. 50 morts musulmans, puisqu'ils étaient en pleine prière, à l'heure de prière dans une mosquée, tués par un suprémaciste blanc, d'extrême droite, terroriste bien entendu, attentat islamophobe. Aujourd'hui, c'est une personne apparemment d'origine turque qui aurait commis l'attentat, musulman a priori, et donc là on risque de voir on risque de voir un traitement complètement à l'inverse et différent, et qui risque de se focaliser, durer pendant de nombreux jours. Il y a quand même des députés de la République, on va pas la nommer parce qu'on va pas les faire de pub, qui parlent de œil pour dent, œil pour œil, dent pour dent. C'est quand même dramatique d'entendre des choses pareilles dans notre pays qui s'appelle la France. Elle l'a dit avant, hein, ça n'a rien à voir avec l'attentat. En revanche, il y a une réalité. Le massacre est tellement gros, et surtout la cible est tellement évidente. Le suprémaciste blanc, il a quand même dit que c'est les Turcs qu'il visait, hein, l'invasion turque. Donc ça devait forcément arriver, malheureusement, et on est qu'au début d'une spirale de violence qui va pas cesser avant longtemps. Bon, alors messieurs, dames, soyez bien avec nous en direct sur votre radio. C'est l'heure de l'entretien du LGF. Nous sommes lundi et nous sommes le 18 mars. Vous savez que c'est l'anniversaire des accords d'Évian aujourd'hui. Absolument. Oui. En 1962, et le cessez-le-feu est rentré en vigueur le 19 mars à midi. Absolument. Voilà. Invité pour l'entretien du LGF aujourd'hui, il nous vient du sud de la France et il fait une petite escale du côté de Paris. C'est bien, il nous a apporté un peu de soleil. Salim Laïbi, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue en direct sur France Maghreb 2. On va essayer de faire vos connaissances avec vous. Je vous présente mes camarades qui vont m'accompagner aujourd'hui, monsieur Gamal Abina et monsieur Austin Ras, qui sont avec moi pour bien entendu vous interroger. Alors vous êtes venu, Salim Laïbi, nous présenter votre livre qui s'appelle Ils aiment l'islam. Alors c'est un livre que j'ai lu là il y a quelques heures maintenant, avant de vous recevoir. Et première question que j'ai à vous poser, Salim, ce livre a été fait pour répondre finalement à des personnages comme Éric Zemmour, qui est d'ailleurs beaucoup cité dans votre livre. Oui, tout simplement. Oui. C'est en fait l'idée du livre est simple. L'idée de la Genèse est simple. On parle d'un islam que je ne reconnais pas. Enfin, moi, je suis né en Algérie. Je connais bien ma religion. J'ai fait des études jusqu'au bac en arabe. Donc, on va pas venir. J'ai entendu hier François-Olivier Gisbert chez Ardisson nous expliquer le Coran. C'est devenu tous des mouftis. Cheikh Gisbert nous explique ce qu'est l'islam. Enfin, c'est devenu hallucinant ce qui se passe dans ce pays. Et je reconnais pas ma religion. Enfin, je suis pas fou. Je suis pas débile. Je sais ce que je dis, je sais ce que j'ai vécu, je sais qui est ma famille, quelle est mon histoire, je sais ce que j'ai dans la tête. Et ce qu'on nous dit à longueur de journée sur l'islam, ce n'est pas l'islam. Et en réalité, quand on connaît un petit peu, malheureusement, l'école de la République est passée par là, hein, et la télévision aussi, on a abruti les masses et on leur a fait croire maintenant l'exact inverse. Et en réalité, quand vous connaissez un petit peu les plus grands écrivains, historiens, orientalistes, littérateurs, ils ont dit exactement l'inverse, avec des propos
mais vraiment élogieux sur l'islam que Éric Zemmour ou toute la clique, voilà. Et là, enfin, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose. Donc j'ai rassemblé 106 citations. Que j'ai voulu aussi faire un truc qu'il n'y a pas sur Internet, c'est quand je mets une citation, je mets la source exacte. Voilà, le titre du livre, la page, l'édition, l'année, etc. Alors que sur Internet, c'est un peu éparpillé, il n'y a pas les sources, donc on peut pas confirmer. Et j'ai mis aussi un petit résumé de la carrière de l'auteur de la citation. En général, c'est les plus grands universitaires qui existent, les plus grands spécialistes qui existent, les plus grands penseurs philosophes. Je sais pas, de Tolstoï à Goethe, en passant par Voltaire, en passant par des journalistes, des hommes politiques récents, ça fait, je sais pas, depuis 3 siècles à peu près, jusqu'à des gens qui sont décédés il y a 2-3 ans, des gens toujours vivants, qui disent exactement l'inverse dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines de l'islam, c'est-à-dire le développement initial de l'islam, le rapport avec les chrétiens et les juifs, le rapport avec la position, le statut de la femme dans l'islam, l'escroquerie de la taqiyya, par exemple. Hein, on nous explique que on veut construire des mosquées, qu'on veut pratiquer le ramadan et manger halal, et en même temps on nous dit vous êtes des hypocrites qui pratiquez la taqiyya. Un type qui pratique la taqiyya, il veut pas de mosquée. Il veut pas construire une mosquée, non, il se cache, non. Et en plus, on nous refuse les mosquées. Après, on nous explique oui, mais il faut pas faire de prière dans les rues. Donc, on est dans un bon, de toute façon, c'est typiquement français. Alors, on va essayer de faire connaissance un petit peu avec vous, Salim Laibi. Oui. Aujourd'hui, il va falloir faire face aussi à des questions, des vraies questions qu'on a à vous poser, parce que vous êtes quand même un personnage qui suscite certaines interrogations. On va le voir au cours de cette émission, si vous le permettez. Mais d'abord, une petite réaction, parce que je sais que vous en avez parlé dans vos vidéos. D'ailleurs, on peut dire que vous êtes celui qui est derrière le Libre Penseur, qui est très connu sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Vous êtes énormément suivi, hein, d'ailleurs, par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, sur Internet. Les Gilets jaunes, vous y avez pris part dès le début quasiment. Vous avez donné votre avis. Au vu de ce qui s'est passé samedi sur les Champs-Élysées, quelle est votre réaction? Est-ce qu'il faut, pour répondre à la question du jour aujourd'hui du LGF, est-ce qu'il faut que le ministre de l'Intérieur démissionne? Déjà, c'est déjà ahurissant qu'un bankster de chez Rothschild soit à la tête de l'État après la crise de 2008. Déjà, c'est Emmanuel Macron le problème. Après avoir ruiné la planète entière, après avoir créé des famines, après avoir spéculé sur les matières premières. C'est pas lui qui est responsable de toute la problématique de la planète non plus. Non, mais c'est non. Vous êtes en train de nous dire qu'il a ruiné la planète. Donc non, je parle pas de Macron, je parle de la crise de 2008. Oui, d'accord. Je parle de la crise des subprimes de 2008, très bien, qui ont déstabilisé la planète entière. Oui. Il y a eu des émeutes de la faim. Donc il y a pas un seul. Je connais pas de banquier qui soit allé en prison en Occident, à part en Islande peut-être. Donc on a mis Emmanuel Macron à la tête de l'État 10 ans après, sans avoir. C'est complètement délirant. Il faut s'en rendre compte. Il sort de nulle part, il n'a pas de parti politique. Donc ça c'est un coup de force inouï. Castaner, si je vous disais ce que disent les Gilets jaunes dans les rues de Marseille, parce qu'il a passé une première vie aux côtés de Zampa, etc. Exact. Si je dis que je risquerais des procès, mais bon, ça se dit dans vous en avez déjà assez, ça va. J'en ai déjà assez, voilà, des procès comme ça, on va arrêter. Oui. Mais bon, Castaner, vous vous rendez compte qu'en Algérie, il y a 17 millions de personnes qui manifestent, il n'y a pas un blessé. Et en France, il y en a quelques dizaines de milliers, vous avez des milliers de blessés, des gens qui perdent des bras, ils utilisent des grenades de désencerclement avec 22 grammes de TNT, ils utilisent des gaz lacrymogènes qui vous gonflent les yeux à les faire exploser, ils ont estropié, je ne sais que des gens ont perdu des pieds, des mains, et on nous explique que c'est normal, que on a donné la gestion de l'ordre public à des milices de la BAC qui sont incapables et non formés à la gestion de l'ordre public. C'est des gens qui arrivent à 6h du matin pour arrêter un bandit, ça ils savent faire, ils sont très forts, ils sont très efficaces, il n'y a aucun problème. Mais pour régler l'ordre public dans la rue, ça je crois que tout le monde a constaté qu'ils savaient rien faire. D'ailleurs ils ont tiré par pratiquement 90%
des LBD. Donc moi je pense que ce qui se passe à Paris, ça a été fait exprès pour faire proposer une législation beaucoup plus liberticide. Je sais pas si vous vous rendez compte que en France, il y a des gens qui ont été mis en garde à vue ou empêchés d'avancer sur Paris parce qu'ils avaient des lunettes en plastique ou un masque, vous savez, un masque chirurgical, alors que hier vous avez des black blocs qui arrivaient avec des disqueuses. Ouais. Des disqueuses. Des cocktails Molotov, hein, aussi. Voilà. Ouais. C'est, non, ils étaient équipés, les mecs, c'est clair. Alors, quand ils veulent être efficaces, ils savent le faire. Macron était quand même au ski. Oui. La mangerie, ça, j'ai pas compris le truc. On savait tous qu'il y avait des appels depuis un mois à un appel national à monter sur Paris. Donc, c'est une défaite, et Macron défaite va au gouvernementale. Dysfonctionnement total. Bah, ils l'ont avoué aujourd'hui. Oui, ils l'ont avoué, oui. Donc, Osinras, Salim Aibi est avec nous aujourd'hui. Peut-être une question? Je vais laisser Gamal commencer. Ok, Gamal Abina, alors très bien. Oh, ça squelette. Oui. Ouais, parce que moi personnellement, je connaissais Libre Penseur, j'en ai déjà entendu parler. Je vais pas mentir, j'ai pas vu vos vidéos et j'ai pas eu l'occasion, etc. Donc je vais laisser Gamal commencer. Alors Gamal Abina. Alors moi je suis quelqu'un de très courtois, je vais donc rester sur la discussion. Pour élever le débat, on va éviter les polémiques inutiles. Je vais quand même resituer Libre Penseur, que j'ai connu par Alain Soral, malheureusement. C'est quand même quelqu'un qui était très proche d'Alain Soral, qu'il avait reçu à Marseille à de nombreuses reprises. Ce que je ne pardonne pas à monsieur Laibi, à vous donc en l'occurrence, c'est d'avoir accepté de copiner avec cette crapule qui, je le rappelle, vous êtes un médecin, docteur, vous savez lire et écrire, vous êtes très bien formé, vous parlez l'arabe et le français. Donc vous saviez très bien qui était le personnage dans son livre L'abécédaire de la bêtise ambiante, vous avez dû le lire, et vous avez accepté de prendre main avec cette crapule qui nous vomit à longueur de page, qui déteste l'Algérie, qui est un colonialiste, qui l'a répété 2 fois dans ses livres. Donc ça, c'est pour situer un peu le contexte. Je vous connaissais pas avant, je l'ai connu que par ce truchement, parce que malheureusement, une fois dans une de ces vidéos dans laquelle vous l'aviez reçu, il a été vomir sa haine contre moi, une fois de plus, une fois de trop, jusqu'à ce que j'ai le calme en justice, et il s'est autorisé à dire que ma sœur, on connaît la mentalité colonialiste du personnage, donc salir la femme, toujours, ma sœur l'aurait appelé, ce qui est un mytho, pour dire que j'avais peur, la blague du siècle, lui qui s'est enfui en courant devant moi, pour dire que j'avais peur et que je lui demandais pardon. Donc je maintiens que non seulement j'ai pas demandé pardon, parce que si en face de moi, il va fuir à nouveau parce que c'est un lâche, des choses sont dites. Ensuite, moi je comprends pas. Je peux comprendre qu'un petit jeune de banlieue qui ait vu des vidéos de Soral ait une sympathie pour le personnage, parce que dans ces vidéos, cet hypocrite nous sert que virilité, l'arabe, musulman, ça c'est clair. Mais je comprends pas qu'un homme comme vous, qui est parfaitement instruit, ait pu accepter de copiner avec un voyou pareil. Ça c'est juste pour le préambule, après il y a d'autres choses à redire. Alors, j'ai lu On va peut-être le laisser répondre peut-être là-dessus. Ça va être long, c'est pour ça que je préfère donner 2-3 éléments, après il pourra répondre. En fait, moi je suis venu parler d'islam. J'y suis. Si monsieur Gamal Abina vient régler ses problèmes avec Soral, je crois qu'on va l'arrêter ici. Ça n'a aucun sens. Je suis courtois, il y a eu 50 morts en Nouvelle-Zélande. Il y a une guerre civile qui se prépare en France. Je crois que tout le monde l'a constaté. Je viens présenter un livre qui m'a pris beaucoup de temps. Et là, à ma droite, j'ai monsieur Gamal Abina qui vient m'expliquer des histoires de collégiens avec Alain Soral, on commence. que j'ai en procès, que j'ai gagné, j'ai fait condamner en procès, que je crois que Alain Soral, vous l'avez fait condamner. Je l'ai fait condamner pour diffamation. C'est un mythomane. Non, je n'ai pas été condamné. Je suis désolé. Je suis en appel. L'appel est suspensif. Non. Vous n'avez aucune notion de droit. Vous devrez vous calmer. 6 ans, c'est dommage. Non, un appel est suspensif. On peut avancer parce que là, malheureusement. Un appel est suspensif. Ça annule totalement la condamnation. Donc vous regrettez d'avoir donné du crédit à ce monsieur. Alors, voilà, c'est ça. Vous regrettez d'avoir donné du crédit à ce monsieur, quoi. C'est ça la question. Ah bah écoutez, je sais pas, vous rendez compte à qui vous parlez là? Oui, on va vous parlez à un type qui a écrit un livre sur Alain Soral, qui l'a dénoncé et ridiculisé sur Internet depuis 5 ans. Vous me parlez d'une histoire qui a 5 ans. Moi, il y a 8 ans que j'étais le voir pour le stopper. Il y a 5 ans. Voilà, il y a 5 ans. Vous parlez d'une histoire d'il y a 5 ans. Alain Soral, je l'ai décrédibilisé avec Dieudonné. D'ailleurs, si vous voulez, on peut parler de Dieudonné. Mais est-ce que franchement, c'est la même, c'est la même équipe, c'est la même escroquerie. Est-ce que c'est le sujet? Je te propose d'aller sur le livre. C'était le préambule, faut quand même situer. Est-ce que c'est le sujet? Non, c'est intéressant. C'est pas le sujet. Il m'a parlé de sa sœur, de je sais pas quoi, qu'il a insulté, mais qu'il a réglé ses problèmes avec Alain Soral, tout simplement. Moi, c'est fait. Moi, j'ai réglé mes problèmes avec Alain Soral. J'ai fait en 2011. J'ai pas attendu 4 ans pour le m'occuper de lui. Si vous voulez qu'on parle un peu de vous, j'ai aussi des trucs. J'attends. Donc ça va être gênant. Franchement, ça va être gênant. Il n'y a pas de problème, j'attends. Ça va être très gênant. J'attends. Non mais attendez, Salim Aibi. On est là, vous savez que vous connaissez l'émission Le Grand Forum. Et chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, on pose. Non, vous inquiétez pas, on perd pas du temps. Justement, au contraire, ça permet de remettre des choses dans leur contexte. Et justement, c'est très bien. Moi, vous voyez, je l'ai appris
que vous avez fait condamner Soral, que vous êtes vraiment éloigné de lui. Et voilà, bah écoutez, voilà, je suis ravi. Voilà, parce que c'est vrai que ce monsieur, c'est pas vraiment le monsieur qui fera avancer les choses de la communauté. Donc, vous savez aussi bien que moi aujourd'hui quelles sont ses réelles pensées, quelles sont ses réelles intentions. Basta, on passe à autre chose. On passe à autre chose, c'est pour ça que c'est intéressant le contexte, parce que je donne quand même des choses. Je vois que dans son livre, j'ai eu l'occasion de le lire, c'était assez rapide. Il y a beaucoup de choses effectivement intéressantes, faut le reconnaître malgré tout. J'avais déjà vu un livre comme ça qui faisait à peu près le même type de propos. Le problème, c'est que moi, ce qui me gêne, c'est pour ça que je contextualise, c'est que je vois qu'il cite Paul-Éric Blanc-Rue. Le grand public ne connaît peut-être pas. C'est quelqu'un qui a donné le micro à un révisionniste très connu qui s'appelle, j'ai plus son nom d'ailleurs puisqu'il est mort maintenant. Paul-Éric Blanc-Rue est quelqu'un quand même qui a quand même une belle odeur de soufre. Ensuite, on a Léon Degrelle. Alors là, par contre, je suis choqué. Il parlait tout à l'heure d'intellectuel, de penseur. Léon Degrelle n'est ni un intellectuel ni un penseur. C'est le fondateur du parti Rex belge, qui était un SS nazi qui s'est battu en Russie et qui est un des rares survivants de la SS nazie belge et qui a, semble-t-il, fait l'éloge de l'islam. Je suis désolé, mais on apprend à Roger Garoudi, bon encore on peut discuter parce que Roger Garoudi, j'ai une sympathie pour lui. Il cite Samuel Huntington, il cite Gustave Le Bon, qui est un raciste patenté, il cite Amin Maalouf, c'est normal, il est arabe, et Ernest Renan, dont on sait ce qu'il pense des Africains. Moi, ce qui me choque le plus, c'est pas à la limite Garoudi ou Blanc-Rue, ça c'est anecdotique. C'est Degrelle. Degrelle, je vois pas ce qu'il va faire là-dedans, parce que Hitler aussi a dit des belles choses sur l'islam. Je comprends pas pourquoi on cite un SS. Là, ça me choque outrageusement. Si vous avez une explication, j'attends. Salim Laibi. Ah, c'est dingue. C'est dingue. Je comprends plus là. Je vois pas quelle est. C'est une question. Ah non, c'est pas une question, ça n'a aucun sens. Déjà, oublier le nom de Faurisson, déjà ça me perturbe. Bah, j'ai fait exprès, c'est intentionnel, c'est un effet de style. C'est impressionnant d'oublier le nom de Faurisson. C'est intentionnel. Autre chose, je sais pas si vous avez lu le dernier livre de Blanc-Rue, qui s'appelle Sécession, l'art de désobéir, dans lequel je crois qu'il a personne avant lui n'a détruit Faurisson de la sorte. Après l'interviewer, c'est pas grave. Personne ne l'a fait avant lui. Léon Degrelle dans des vidéos, etc. Vous me parlez de Roger Garoudi. Bon, en fait, sincèrement, moi, je croyais pas que j'étais invité par TF1, quoi. On a le discours. Je crois que je suis sur RT France, c'est mieux RT France. Je suis sur CNews avec Laurence Ferrari qui me pose des questions en utilisant des termes du style sulfureux. Mais ça, c'est le discours du dominant. Léon Degrelle, c'est qui? Qui est Léon Degrelle, monsieur? C'est les termes des dominants. Il faut pas tomber dans ce piège. Je peux parler là. Léon Degrelle, s'il vous plaît. Je l'ai pas coupé quand il parlait. Léon Degrelle, s'il vous plaît. Et là, il est en train de faire son cinéma. Donc moi, je suis en train de m'exprimer. Normalement, la moindre des choses, la correction, la minimale, serait de me laisser m'exprimer. Je suis en train de lui répondre, en fait. Oui, allez-y, Salim. Et lui écrit Léon Degrelle. J'attends, oui. Donc, les termes sulfureux, les termes controversés, il faut laisser ça à TF1, M6, Canal+, etc. Il franchement, faut pas les utiliser. C'est terminé ça. Si on commence par se censurer soi-même, ça c'est un terme de René Guénon, dégénéré. C'est un des plus grands penseurs du siècle. Oui, je connais très bien. C'est René Guénon. J'ai 15 ans plus que vous, alors pas de numéro avec moi, s'il vous plaît. Maintenant, allez sur le sujet. Léon Degrelle, il m'intéresse, moi. C'est une vraie question, c'est le bouquin. Salim. Bon, il veut pas vous répondre. Laissez-le. Non, mais il répond à ma place, apparemment. Il me laisse pas répondre. On va juste ressentuer un petit peu les choses, si vous le permettez. Il répond à ma place. Apparemment, il fait des questions et les réponses. Salim Laibi. On est là, effectivement, pour, Gamal Abina, qui a quelques divergences avec vous, vous pose des questions pour que chacun puisse se faire sa propre lecture. On va pas passer non plus toute l'heure là-dessus. Vous inquiétez pas, on va aussi changer de sujet et parler de d'autres sujets parce que vous abordez beaucoup de sujets au cours de vos vidéos, cher Salim. Notamment, vous étiez hier, je vous ai vu moi, vous étiez à Marseille dans la manifestation sur le Vieux-Port à Marseille pour les Algériens évidemment qui sortent depuis de nombreuses semaines maintenant, 4 si je ne m'abuse, dans les rues avec des manifestations absolument incroyables. On peut parler de manifestations incroyables avec plus de 20 millions de personnes, c'est le chiffre qui revient. 17, ouais. Oui, 17, 20, voilà. Ouais. C'est même des manifestations qui sont peut-être les plus importantes qu'a connu l'humanité de ces dernières années. L'Algérie, de ce qui se passe en Algérie, il se passe quelque chose d'extraordinaire en ce moment, Salim Laibi.
Bah, il se passe quelque chose d'historique, quelque chose de providentiel, parce que je n'ai pas d'autre explication politique sur cet éveil citoyen. J'arrive même pas à l'expliquer. Ça se vit, ça ne s'explique pas. Donc 17 millions de personnes qui crient de la sorte, qui sont tous d'accord sur un fait, qui n'ont plus peur, avec une libération de la parole inouïe. Et d'ailleurs, pour faire un lien avec le sujet de mon livre, je suis très content de cet éveil, parce que je sais pas si vous avez remarqué le silence complice, mais vraiment criminel des autorités, des diplomaties arabes lors des scandales islamophobes en France. Hein, on est passé partout. Hein, à chaque mosquée, il y a eu des scandales comme celle de Marseille. La viande halal, même les enfants dans les cantines, ils les embêtent. Le voile à l'école, maintenant, c'est carrément dans les universités, on veut l'interdire dans l'espace public. Quel que soit, il y a eu 1000 scandales en France avec des insultes pour nos parents, nos ancêtres, notre religion, notre prophète, nous-mêmes, et je n'ai vu aucun ambassadeur convoqué au Maroc, en Algérie, en Tunisie pendant des décennies. Ils n'ont rien dit, rien fait. Et je pense que cet éveil massif, phénoménal, historique, extraordinaire. Il n'y a pas de terme, hein, il y a pas de superlatif suffisant pour décrire ce qui se passe en Algérie. Je pense qu'il va pouvoir changer les choses même ici, parce que c'est fini, on se fera plus piétiner de la même manière. Maintenant, je pense, ça va mettre un peu de temps, mais je pense qu'il y a des choses vont changer, vraiment. Salim Laibi, justement, il y a beaucoup d'Algériens qui reprochent, par exemple, au président français Emmanuel Macron de faire de l'ingérence avec sa prise de position tardive et surtout pour soutenir Abdelaziz Bouteflika, j'allais dire, dans sa décision de ne pas briguer un 5e mandat, mais de prolonger finalement le 4e. Bref, les Algériens sont un petit peu, ils voient d'un mauvais œil cette ingérence macronienne. Ah ben là, c'est plus qu'un mauvais œil. Les pancartes sont innombrables. Ouais. Nous-mêmes, on en a réalisé à Marseille, en Algérie. Il y avait du monde hier. Un peu moins que la semaine passée, mais il y avait du monde. Ouais, c'était un sit-in, c'était pas une marche. Oui, il y avait quand même une très bonne ambiance. Il y avait un bon millier de personnes, je pense. Et écoutez, c'est pas compliqué. Bouteflika, ou du moins ceux qui le dirigent, c'est-à-dire pour moi c'est Paris et Washington, ça c'est clair, net et précis. Bouteflika, il a fait quoi? Il a fait un attentat, un coup d'État anticonstitutionnel. Il a dit que les élections étaient annulées. Il n'a pas le droit de le faire, sauf s'il y a un état de guerre. J'ai fait une vidéo avec Djebar Kassi, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, lelipenseur.org, dans laquelle on revient sur le numéro des articles 107, 108, 109 de la Constitution algérienne, que tout le monde peut lire sur Internet. Donc, il a prolongé son donné de date. Il n'a pas le droit de le faire. Il a créé un poste de vice-premier ministre. Il n'a pas le droit de le faire. Qu'il a donné à qui? À un diplomate, Lamtan Ramamra. On vous imaginez que tous ces gens-là travaillent pour Washington et pour Paris. Et qu'est-ce qu'il a dit, Macron? Pardon de vous couper, j'ai la pub qui arrive maintenant, on va juste revenir dans un instant, et vous allez aussi nous présenter celui qui a fait la préface de votre livre. C'est important aussi. Oui. De votre livre Ils aiment l'islam. Salim Laibi qui est avec nous, avec Hossein Ras et Gamal Amina sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus. LGF, le grand forum, avec aujourd'hui notre invité dans l'entretien du LGF, monsieur Salim Laibi, qui est venu nous présenter Ils aiment l'islam, un beau livre qui est rempli d'ailleurs de citations, beaucoup de citations pour répondre, on l'a bien compris Salim, à de nombreuses personnes, à l'image de Éric Zemmour qui n'ont cessé d'alimenter la haine, faut le dire clairement, à travers les médias, puisque ils ont micro ouvert et sur toutes les vitrines, dans tous les médias aujourd'hui, ils sont un peu chez eux, quoi. Ils ferment la porte, j'allais dire, même ils ferment la lumière le soir, si je puis aller jusque là. Présentez-nous celui qui a fait la préface de votre livre, cher Salim. C'est le professeur Pierre d'Ortiguier, qui est un philosophe de très 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 haute volée. J'ai discuté avec beaucoup de gens dans ma vie, avec des comment on appelle ça, des érudits. Ouais. J'en connais deux. C'est Rachid Ben Aïssa et le professeur Pierre d'Ortiguier. C'est du très très lourd. Ça parle grec, latin, ça parle allemand, ça parle français, bref. C'est quelqu'un qui pouvait rester avec lui
Miller. Passionnant. Ah ouais, non, mais c'est extraordinaire. Ce qui est vraiment inquiétant dans ce pays, et il n'y a pas qu'en France, hein, je pense que c'est l'Occident entier, c'est que un Pierre d'Ortigray ne passera jamais à la télé. Pourquoi? Parce qu'il y a que de la médiocrité à la télé, il y a que des, il y a que des escrocs en fait, des faux intellectuels. Vraiment, la pensée, le savoir, il n'est pas à la télé. Faut quitter, d'ailleurs, faut jeter sa télé, faut lire TV Lobotomie de Michel Desmurger pour comprendre. Moi, j'invite vraiment les parents à ne surtout jamais mettre de télé à leurs enfants. Parce que ça freine la formation du cerveau et les synapses, les liens synaptiques qui se font entre les neurones, et en plus ça le remplit de junk culture, de mauvaises choses, et plutôt les plonger dans la lecture, dans l'art, dans le jeu, à l'air libre, enfin dans le vélo, le ballon, n'importe quoi, mais surtout éviter la télé. Enfin, lisez Michel Desmurger, TV Lobotomie. Il y a plein de vidéos, on l'a invité à Marseille, il avait fait une conférence, il y a plein de vidéos de ces conférences sur internet accessibles à tous. Ouais, Christophe. Oui, Gamal. Alors, pour revenir sur le bouquin, je vais être honnête, parce que moi je suis pas, contrairement à certaines personnes, je suis pas dans le radicalisme. Ça, je suis pas en train de dire tout est mauvais, tout est bon. Il y a des bonnes choses dans son bouquin, indiscutablement. C'est pas je reviens en arrière. Moi, je suis très clair, j'ai lu. Donc, il y a des bonnes choses. On a des ennemis communs indiscutables. Ce que je trouve dommage, par exemple, c'est d'introduire avec une crapule comme Renaud Camus, on est d'accord que c'est une crapule, et d'annoncer qu'il est homosexuel. Je comprends pas l'intérêt de le dire. Par exemple, on parle de grands philosophes. Michel Foucault, par exemple, qui était un excellent philosophe, est mort en 84 du sida, il est homosexuel, et pour autant, ça n'en retire pas sa qualité. Camus est une crapule, indiscutablement, ça suffisait de le nommer de cette façon. Ensuite, deuxième chose, tous les ennemis en question dont il parle en préambule, effectivement, c'est des ennemis qu'on a de commun, ils se discutent même pas. Qui va valider un Zemmour ou je ne sais quel autre déséquilibre mental du type, je sais pas, enfin toute la collection de crapules, je vais même pas les citer tellement ils sont nombreux. En revanche, ce qui me pose problème, c'est que je pose une question toute bête, parce que j'essaie de comprendre la logique. J'ai dit tout à l'heure, pourquoi De Grelle? C'est une question qui est légitime, mais je le lis, je suis étonné, et je vois pas ce qu'il fait dedans. J'attends une réponse, je n'obtiens pas de réponse. Moi, je suis pas du tout obsessionnel, c'est pour comprendre la logique du personnage, c'est tout. C'est extraordinaire. On me demande pourquoi je dis que Renaud Camus est homosexuel. C'est très simple. D'abord, moi j'ai dit qu'il était homosexuel et j'ai le droit de le dire. La loi me le permet. Il vient de le traiter de crapule, il vient de l'insulter. C'est interdit par la loi. Il va se retrouver à la 17e s'il le désire, sans aucune difficulté. C'est-à-dire, c'est complètement délirant que l'on me reproche un truc qui est totalement légal et courtois, tout en insultant les gens. Donc déjà, primo. Secondo, Renaud Camus a rendu célèbre en France la théorie du grand remplacement. Moi, je trouve quand même assez cocasse, assez rigolo, qu'un homosexuel qui a choisi de ne pas se reproduire, c'est son choix, il y a aucun souci, j'ai aucun problème avec cela. Oui. Qui nous parle de grand remplacement, c'est-à-dire à partir il y a pas d'ailleurs que les homosexuels, les Allemands ne se reproduisent plus, ils sont en train de disparaître, les Japonais aussi d'ailleurs. Donc à partir du moment où on ne veut plus vivre, on ne veut plus se reproduire, se multiplier pour prolonger les générations et la civilisation. On ne peut pas reprocher aux autres quoi que ce soit, ça n'a aucun sens. On ne peut pas, on n'a pas le droit. C'est intellectuellement malhonnête, tout simplement. Voilà c'était le propos. D'ailleurs, j'ai d'autres choses à reprocher à Renaud Camus, notamment un attrait pour une décadence des plus abjectes lorsqu'il a fréquenté Jacques de Bécher, qui est on va le dire, qui est celui qui a organisé, qui était l'amant de Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld, oui, qui est mort du sida et qui avait organisé la soirée moratoire noire dans les années 70, où on avait assisté aux pires abjections que je vais même pas citer à l'antenne parce que c'est trop vulgaire. Donc je suis quand même assez étonné que des gens qui sont vraiment qui refusent la civilisation en fait, qui refusent la civilisation, viennent mettre le doigt sur des trucs bizarroïdes. Moi, quelqu'un qui travaille pas à l'école et qui veut avoir le bac à la fin, ça n'a pas de sens. C'est aussi simple que ça, c'est tout, c'était juste pour cela. J'ai pas compris la civilisation. Le refus de la civilisation, je l'ai pas compris. Pour avoir une civilisation, il faut avoir des êtres humains, il faut avoir des gens qui vivent. Okay. Donc il faut se reproduire, il faut aller à l'école, il faut former pendant 20 ans une civilisation. Cette civilisation, après, elle va travailler, elle va apprendre des choses de ses mains. Après, il y aura du commerce, les gens commercent, il y a des intellectuels, on partage, etc. À partir du moment où on veut pas se reproduire, comment on peut parler de civilisation? En fait, c'est une autodestruction, tout simplement. Mais juste une question, c'est une question simple et pas compliquée, c'est pas un piège. J'essaie de comprendre votre logique. Pourquoi avoir cité Léon de Grelle? J'essaie de comprendre, je comprends pas.
Je sais pas pourquoi. Léon Degrelle, l'obsession de Gamal. Alors, Léon Degrelle. Qui il est, voilà. Je sais qui il est. Moi, je sais qui il est, mais bon. Moi, personnellement, je le connais pas. Alors, allez-y, présentez-moi ce monsieur. Ben, je sais pas, enfin, je comprends pas, là, franchement. Clair, la question. Je suis assez estomaqué. En fait, dans cette ce livre, je l'ai écrit, ok? Oui. Bon, en fait, c'est pas moi qui l'ai écrit, vous l'aurez compris, c'est des citations. J'ai fait une préface de 30 pages, ok? Et tout à l'heure, pour préparer cette émission, regardez, le stabilo orange, j'ai stabiloté les citations les plus intéressantes. Alors, allez-y. Pourtant, c'est moi qui l'ai écrit. Je vous Salim. jure que j'étais choqué par ces citations tellement elles étaient puissantes, tellement elles étaient à l'opposé de ce que disent les médias, etc. Oui. Et là, on m'explique, il y a Monsieur Gamal Abina qui vient me faire une fixette. Ça s'appelle une fixette, c'est une pathologie. Il fait une fixette sur Léon Degrelle. Mais qu'est-ce que j'ai à faire de Léon Degrelle, moi, dans mon histoire? En quoi un nationaliste belge va venir interférer? C'est-à-dire que le type, il est dedans, nationaliste, raciste, SS, engagé dans la SS, il s'est battu en Russie, il est mort en Espagne, il est ultra raciste. Il me dit en quoi? Ben je veux savoir en quoi. Moi j'aimerais bien intervenir après. En quoi intellectuellement, le travail intellectuel de ce type qui a travaillé sur l'islam et les musulmans, en quoi ça va être gênant? En quoi ça va être gênant de le citer? En quoi? C'est-à-dire à quel moment Léon Degrelle, en fait, il faut quoi? Il faut l'effacer de l'histoire de l'humanité. Il faut brûler un auto-da-fé. Il faut détruire tous ses livres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose, Gamal et Salim, Ossine, amis auditrices auditeurs. Ça veut dire c'est quelque chose d'intéressant ce que dit Salim. Ça veut dire que quelqu'un qui peut avoir des idées nauséabondes, qui peut être un raciste ou ce que vous voulez, peut aussi avoir dit des choses intéressantes. Mais complètement. Et c'est peut-être à ce titre, Salim, que ce monsieur a été cité dans votre livre, c'est tout. Mais tout simplement. Si Léon Degrelle était médecin et le meilleur médecin du monde et qu'il sauve votre mère, parce que il a trouvé la diagnostic et le traitement. On fait quoi? Vous rejetez son traitement parce que c'est Léon Degrelle? Faut rester sérieux. Hitler a dit du bien, il a dit du bien de l'islam. J'ai lu toutes ces références, contrairement à ce qu'ils s'imaginent, je connais très bien cette période. Je voulais intervenir si vous voulez bien. Alors, moi qui suis grand amateur de livres, etc., comme vous savez avec Bibliothèque, moi quand je vois ce livre-là, à la base, en premier lieu, je me dis bon, c'est super intéressant. Moi-même, dans mon adolescence, j'étais épaté par des petits discours, des petites paroles qui ont été faites par des grands hommes de l'histoire qui ne sont pas forcément musulmans et qui parlaient soit du prophète, de l'islam, etc. Moi-même, j'ai été ébloui lorsque j'ai découvert ça et ça m'a apporté beaucoup de choses. Comme Lamartine, par exemple. Voilà, comme Lamartine, entre autres. Aujourd'hui, quand on voit un récit, un livre qui a une œuvre comme celle-là qui est éditée, à la base, on ne peut être que fier. Bien sûr. Voilà. Pour moi, tout livre est bon à prendre, surtout quand il raconte des histoires, qui racontent nos histoires à nous, qui concernent nos communautés. On voit plein de passages de personnes qui ont mis en avant l'islam ou qui ont reconnu les bienfaits de l'islam, etc. Même si on n'en a pas besoin nous en tant que tel, parce qu'on sait très bien ce que vaut notre religion. Mais voilà, c'est bien de le remarquer, de faire taire certaines personnes grâce à ce livre. Deuxième impact de ce livre-là, ça peut être sur nos communautés ou les autres, mais surtout sur la jeunesse qui peut ouvrir un livre et découvrir plein de récits. Ça change de la télé. Voilà, exactement. C'est là où je trouve intéressant un livre comme celui-là. Et où je rejoins Gamal sans être contre vous, justement, c'est que on peut citer tous, et par rapport à ta question, oui, même s'il a fait des mauvaises choses, on a le droit de citer quelqu'un qui a dit une bonne parole, qui a fait une bonne action, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il aurait pas été plus pertinent, justement, de préciser qui est cette personne à la suite du récit, de raconter son parcours, de raconter la personne? Pourquoi? Parce que ce livre-là, il va pas tomber contre les mains d'érudits ou de personnes qui savent tout ce que vient de dire Gamal ou qui savent le parcours de ces personnes-là. J'imagine quelques jeunes de quartier, quelques jeunes, parce que vous savez qu'avec le phénomène d'imitation, il suffit qu'un petit jeune partage un livre comme celui-là et qu'il soit vendu par des centaines et qu'il soit lu par des centaines de jeunes dans les quartiers. Moi, j'ai peur que des personnes non averties lisent ces passages-là et mettent en avant, glorifient des personnes qui n'ont pas à être glorifiées, malgré les paroles. En fait, c'était la biographie qu'il aurait fallu coller selon toi aussi. Je pense, voilà, exactement. Une courte biographie des personnes. Je pense que c'est important. Tout à l'heure, vous avez posé une question, justement, Salim. Vous aviez dit, quel impact, en gros, qu'est-ce que ça m'apporte à moi, de qui est un tel ou qui est un tel? Beaucoup. Moi, je trouve que beaucoup. Quand un écrivain écrit un livre et qu'il le partage avec d'autres personnes, il le partage à l'universalité, à l'universel des gens. Il le partage pas à une cible, c'est-à-dire l'érudit qui sait qui est Degrelle ou qui est un tel ou un tel. Il le partage à tout le monde. Il sait très bien que son livre va être entre les mains de tout le monde, de toute la population. Nos ennemis en plus. En plus, je pense que vous êtes suivi par une population très éclectique.
de quartier, un peu plus érudits, scientifiques, intellectuels, etc. Et donc tous n'ont pas la même connaissance de tous ces personnages-là. Moi, je pense que ça aurait été important pour éviter le risque. Moi, je pense que c'est un débat franco-français médiatique qui, pour moi, n'existe pas. Moi, le nazisme, il est mort il y a très très longtemps. Je veux même pas en parler. Ça me fatigue. Vous voyez, vraiment, pour moi, ça n'a aucun sens. Le suprémacisme blanc, c'est du nazisme. Maintenant, on va citer ce qu'a dit Léon Degrelle, page 71. Sans les apports de ces peuples anciens, l'Europe eût sans doute pataugé dans les balbutiements au Moyen-Âge qui ne se souvenaient même plus de l'Athènes de Socrate et de la Rome d'Auguste. C'est l'islam qui nous avait apporté à Cordoue, Aristote, voilà plus de 10 siècles. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. La citation s'arrête là. Est-ce que vous voyez là quelque chose d'extraordinairement, en plus c'est pas une citation extraordinairement pointue, hein. C'est juste qui replace l'apport de l'Andalousie concernant la Renaissance, etc. que tout le monde sait. Voilà, ça s'arrête là. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, par exemple, hein, non mais sur la question de Houssine qui est intéressante parce que c'est vrai que ces personnages qui sont peut-être pas forcément connus du grand public, il aurait été bien peut-être pour certains d'entre eux, en tout cas parmi les citations que vous avez repris dans votre livre, Ilzam Islam, Salim Laibi, que on fasse peut-être et qu'on s'attarde un peu sur la biographie de quelques personnages que vous avez choisi de mettre à l'honneur. Je sais que c'est compliqué. Ça fait 50 pages, 100 pages de plus. Même présenter qui il est de Grelle. C'est un SS, c'est pas n'importe qui, c'est un militaire et sa politique était le fondateur du parti Rex, un parti suprémaciste. On a vu ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, c'est la même logique, ça s'appelle du racisme. Il aurait pu citer aussi Alfred Rosenberg, l'idéologue du nazisme. Il a dit de belles choses sur l'islam, Hitler dit de belles choses, mais il faut choisir quand même ses cibles. Il a cité Samuel Huntington, qui est le choc des civilisations. Monsieur anti-islam, il a dit un petit truc sympa, on va le citer. Non, il faut choisir ses intellectuels. Ou peut-être, plutôt, vous aurez peut-être dû, alors c'est juste un conseil personnel, peut-être dû l'éditer d'une manière différente en commençant par un passage où des personnes qui sont critiquables par leur parcours, par leur action, etc., ont quand même cité de bonnes choses, etc., sans expliquer chaque personne qu'elles sont, mais voilà, au moins le public aurait été plus averti en lisant votre livre. En tout cas, le public il se fera, il se fera son avis, le public, il va acheter le livre. Vous croyez que le public il va lire Léon Degrelle et d'un coup il va devenir nazi, c'est ça? C'est ça que vous croyez? C'est pas ce qu'on dit, mais il y a un risque partout et je pense pas, je suis pas là pour, moi je pense pas que mettre sur un podium des personnalités comme ça là, je trouve pas que c'est pertinent malgré qu'ils puissent hisser le drapeau de l'islam le plus haut du monde. Mettre une citation parmi 106, j'appelle pas ça un podium. Mais c'est pas, c'est un podium quand même parce que vous le mettez en avant dans votre ouvrage. Vous lui rendez hommage en le mettant dans votre ouvrage quand même. Jamais de la vie. Il y a aucun hommage là. C'est d'une certaine manière citer une personne, c'est toujours un hommage. Non, c'est pas ce que vous a dit Salim. Vous l'avez pas compris. Salim, il vous a dit, moi j'ai pris des citations qui me paraissent intéressantes. Et on s'arrête pas sur l'auteur et son histoire. Mais le lecteur, si. Alors en fait, faut comprendre que le lecteur, il est pas bête. Là, on est du côté de l'auteur. Mais stupide, il tape sur Internet. C'est pas une question de bêtise. Tout le monde ne recherche pas l'auteur qui il est, etc. On peut lire des citations et être épaté par là. Martin Bormann, par exemple, il avait des écrits de tape. Et encore une fois, je trouve très pertinent ce livre-là. Il en faut encore de plus en plus. Mais voilà, exactement. Salim Yaibi, moi j'ai une question à vous poser, Salim. Vous êtes un dentiste, un docteur. Voilà, docteur. Vous êtes aussi donc très suivi sur les réseaux sociaux. Vous êtes donc l'auteur de ce livre Ilzam l'Islam. Comment on en est arrivé de docteur à justement s'impliquer, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui vous impliquait, quelqu'un qui donnait son avis sur beaucoup de sujets. On parlait des gilets jaunes, on parle de l'Algérie, mais beaucoup d'autres sujets bien sûr au travers de vos vidéos qui sont extrêmement suivies, rappelons-le. Vous vivez dans une belle région qui s'appelle du côté de Marseille. Votre parcours, histoire de bien comprendre qui vous êtes, Salim Laibi. Je suis un Algérien né à Alger, arrivé à 17 ans à Marseille. Oui. Je fais mon cursus médical à la Timone. Oui. Et donc je suis arabisant et francophone bien sûr, classe normale. Et c'est tout, ça s'arrête là. Donc j'ai une formation universitaire. Comment de médecin, je veux dire dentiste, on devient maintenant à prendre position sur des sujets polémistes, politiques, culturels, etc. C'est par passion que vous le faites. C'est parce que vous avez envie de faire changer les choses, parce que vous avez envie de donner votre avis, parce que vous auriez pu très bien vous contenter de prendre vos clients, vous gagnez bien votre vie, je suppose, en tant que médecin, et que voilà, que tout ça, ça vous coûte là, en fait, j'ai envie de dire, ce militantisme quelque part. Il y a un verset dans le Coran qui revient le plus souvent. Vraiment, qui revient le plus souvent. Je suis pas en train de faire là le religieux pieux qui donne des leçons, pas du tout. Alors là, loin de moi cette idée-là. Mais il y a un verset qui revient dans le Coran très régulièrement et qui dit ordonnez le bien
et interdisait blâmer le mal, l'empêcher d'agir. Ça s'arrête là en fait, c'est tout, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mal rend fou. Le désordre du mal rend fou. Et d'ailleurs, ce mal, il ne peut prospérer que par l'inaction des gens de bien. C'est une phrase de Mirabeau que j'aime bien citer malgré le personnage, qui expliquait les gens de bien sont faibles et timides et il n'y a que les vauriens qui soient déterminés. C'est-à-dire que les vauriens, ils sont déterminés à faire le mal, à corrompre, à salir, à tuer, à voler, à violer, à casser, à braquer. Et les gens de bien, ils sont timides. Ils sont là, oui, non, mais ils ont peur, ils ont beaucoup peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur de perdre son travail. Tout le monde a peur de... Les gens vivent dans la terreur tous les jours. Même ceux qui sont libres quelque part. Ils sont dépendants de personne. Donc ça, c'est problématique. Et c'est tout, ça s'arrête là, hein. C'est pas une quête de justice, même pas, je suis pas Zorro non plus. C'est juste que le mal et le désordre, il m'insupporte. Le mensonge aussi m'insupporte, me rend fou. C'est pour ça que vous avez décidé de vous impliquer à votre manière. Le libre penseur, qui marche très bien d'ailleurs. Exactement. Combien de temps ça existe? Depuis 12 ans. 12 ans. 12 ans, ouais. Depuis 12 ans. Donc là, maintenant, on a monté une maison d'édition. Ouais. Le site, le libre penseur, s'est développé, hein. Maintenant, c'est un site collectif. Il y a une vingtaine de contributeurs. Il y a des philosophes, des écrivains, des traditionalistes, un peu de tout. Et le librepenseur.org, j'invite les gens à aller jeter un coup d'œil. La chaîne YouTube, c'est pareil, le Libre Penseur, et Facebook aussi, et les éditions, c'est les éditions Catlux. Salim Yaghbi, c'est une chaîne d'information ou c'est tout à fait, bien sûr, une chaîne où on donne son avis, vous donnez non, c'est une chaîne d'information sous le prisme, c'est sous notre prisme. D'accord. C'est-à-dire quand on va quand il y a une information, c'est ça aussi que j'aime bien en fait, c'est qu'on reprend les informations officielles, parce qu'on nous dit, vous savez toujours le complot c'est caché. Non, c'est officiel, c'est vos chaînes officielles que vous voyez tous, vous écoutez tous à la radio, à la télé, et on les analyse sous le prisme de le librepenseur.org, en expliquant très souvent ce qu'on a prévu 5 ans à l'avance, hein, qui arrive et qui se concrétise sous nos yeux, alors que les gens nous traitaient 5 ans auparavant de complotistes, conspirationnistes. Ça aussi, c'est un terme, il faut jamais l'utiliser. C'est un terme de propagande ridicule que la CIA a imposé dans les années 60, je crois, 70. Donc tous ceux qui sont contre la doxa dominante, on les traite de complotistes, pendant que eux continuent de comploter. L'Algérie entière est un complot. L'Algérie entière, 20 dernières années sont un complot à ciel ouvert. On a pillé 1000 milliards de dollars. Certains disent 1500 milliards. On nous a fait croire qu'on était dirigé par des politiciens, en fait, qui prenaient leurs ordres à Paris et à Washington. Et puis voilà, donc tout le monde sait que l'Akhtar Brahimi en 88, il balançait ses infos tel un traître via l'ambassade de Vienne, parce que celle des États-Unis est surveillée, pour donner des informations directes à Washington. Et là aujourd'hui, à 85 ans, on nous le balance comme s'il allait guider l'Algérie dans son processus de changement. C'est une mascarade. Bon, il se murmure d'ailleurs, pardon de Gamal, il se murmure justement qu'il pourrait y avoir une annonce importante de fait cette semaine. Notamment pour l'Algérie, que Bouteflika pourrait annoncer effectivement son départ le 28 avril prochain, et qu'il devrait laisser le président, comme le dit d'ailleurs la Constitution, président du Sénat, organiser la transition. Parce que c'est de cela donc il s'agit, de transition. En tout cas, on voit, et je pense que tout le monde est d'accord autour de cette table, la maturité du peuple algérien. Qui l'aurait cru il y a encore, 6 mois, cette histoire. Même 4 semaines. En fait, ceux qui connaissent un petit peu l'Algérie le savent. Les chants aujourd'hui populaires que vous entendez, par exemple, dans la rue, ils ont 2 ans, hein. C'est l'USMA, c'est la Casa del Moradia, c'est Oulad el Bahja, qui chantait ça, Sa'at al-Fajr Majaninom, Ranin Konsoumi Ghir Chouya, etc. Ça, c'est des chants de stade de foot. Donc on avait 100 000 dans les derbies, par exemple l'USMA MCA, 100 000 supporters qui chantaient ça. Quand un peuple
d'ailleurs, c'est ce qui se passe au Maroc, et ça va arriver au Maroc comme en Algérie. C'est Dalmouni fi Bladi, c'est une chanson du Raja de Casablanca qui chante exactement le même. Alors là, c'est une chanson qui a été vue des millions de fois sur Internet, qui vous fout la chair de poule. C'est une poésie d'une justesse politique, spirituelle inouïe. Et ça, quand vous voyez ça, vous comprenez très vite qu'il se passe quelque chose de profond dans la société, de très profond, surtout la jeunesse. Et je voudrais dire aussi un truc, c'est que tout le monde a raté un petit virage en Algérie, c'est que l'Algérie fait 1 million de gosses par an depuis maintenant plusieurs décennies. C'est connu, ça. 1 million par an. C'est-à-dire que depuis 20 ans, là aujourd'hui, on a 20 millions de gars c'est depuis 10 ans à peu près, l'explosion de la démographie. Qui ont moins de 20 ans. Ces gens-là, ils fatiguent pas. Vous pouvez pas espérer qu'ils rentrent à la maison. Ils ont 20 ans. Ils peuvent sauter, crier pendant des heures, pendant 6 mois, 1 an, sans aucune difficulté. Et c'est ceux-là qui sont sortis, en fait, dans les rues. Et c'est ceux-là, la révolte, populaire. Et on a cru les endormir avec le foot, etc. Vous savez, il y a un verset coranique aussi qui dit que, vous complotez, mais Dieu est le meilleur des comploteurs. C'est-à-dire, ils ont essayé d'endormir tout le monde avec la télé, les réseaux sociaux, parlant du foot, etc., la pornographie, les drogues. Ranin consommer chouya, ça veut dire je consomme petit à petit mes drogues. C'est le chant des supporters. Ranin consommer, c'est-à-dire ils tournent au Lexomil, etc. Et donc, et ça, le bon Dieu, il a ramené la solution par où elle ne devait jamais venir. C'est pour ça que je dis que c'est providentiel, en fait. Un dernier sujet très important, Salim Laibi, je rappelle le livre Ils aiment l'islam. On peut le trouver partout d'ailleurs. Hein. Oui, il est vous pouvez le trouver dans toute Amazon et compagnie. Amazon, le site, édition Fiat Lux. Et on peut le commander sur votre site, je suppose. Librepenseur.org. Bien sûr, oui. Voilà. Dernière petite question, parce que là, j'allais dire que l'actualité nous fait prendre quelques exemples intéressants. Ce qui s'est passé évidemment vendredi, une véritable horreur, un attentat islamophobe, n'ayons pas peur de le dire, en Nouvelle-Zélande, un pays qui était bien loin de connaître cette violence. Vous avez vu d'ailleurs cette image du chef de la police de cette ville en pleurs, cette dame musulmane. Et vous avez aujourd'hui un attentat qui a été commis aux Pays-Bas, à Amsterdam, dans un tramway, qui a fait 3 morts. Le traitement médiatique, Salim Laibi, vous l'observez, je sais que vous nous dites de ne pas regarder la télé, mais vous la regardez parce que vous êtes comme tout le monde, c'est-à-dire regardez ce qui se passe, les extraits d'émissions sur Internet, les réseaux sociaux et compagnie. Oui. La différence du traitement médiatique, quand c'est un attentat qui touche des musulmans, c'est beaucoup moins traité que quand c'est un attentat qui est commis par un musulman. C'est justement ça le propos que je veux tenir est le suivant. Qu'est-ce qu'on fait? On déshumanise d'abord avant de tuer, de faciliter le passage à l'acte. Ils ont, depuis 20 ans, essayé de déshumaniser les musulmans, d'expliquer que c'était des sauvages, des barbares, que c'était des gens qui ne respectaient pas la femme, qui ne respectaient rien, qui tuaient les chrétiens, qui tuaient les juifs, des barbares, des sauvages, pour faciliter le passage à l'acte. Moi, cette affaire, elle est récente. Donc on sait même pas qui c'est qui a fait ça, pourquoi. Donc apparemment il est turc, oui. Turc musulman, enfin vaut mieux patienter encore un peu. Bien sûr. Moi j'aimerais parler de l'affaire Finkielkraut. Il y a eu un tapage médiatique extraordinaire autour de lui, alors qu'il n'y a rien eu, c'était juste des insultes, comme on en trouve un peu partout, enfin, pour un céder le passage grillé, etc. C'est un fait divers où il y a eu des insultes. On a voulu impliquer l'antisionisme, on a voulu légiférer, changer la loi, en transformant l'antisionisme en délit, etc. Avec des débats à la télé qui ont duré des heures, le débat au CRIF de Macron, etc. On est en train de vivre quelque chose d'extrêmement dangereux. Une belle promotion pour le dîner du CRIF, Salim Laibi. Comment? Une belle promotion pour le dîner du CRIF. C'est-à-dire? Ce qui s'est passé avec l'affaire Finkielkraut, c'était juste avant le dîner du CRIF, rappelons-le. Écoutez, pour moi, Finkielkraut a fait exprès, il n'avait rien à faire là, c'était assez ridicule. Il est venu pour provoquer. Mais bien sûr. Comme il avait fait d'ailleurs pour Nuit debout. Nuit debout, voilà. Mais bien sûr. Et il adore faire ça, on le voit. Le type, il se fait insulter, il sourit, c'est pas sérieux. Salim, est-ce que je peux vous demander dans un instant, et pour finir cet entretien qui passe très vite,
de nous choisir 2 citations qui vous tiennent particulièrement à cœur. Plaisir, avec plaisir. Extrait de votre livre, Ils aiment l'islam, de Salim Laibi, notre invité, jusqu'à 18h. Et je vous rappelle, messieurs, dames, qu'on inaugure aujourd'hui le supplément du LGF de lundi, 18h, 19h. On parlera de sport, oui. Marseille, Salim, vous vous êtes payé une petite fessée hier soir par le PSG. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il nous reste 4 minutes avec notre invité Salim Laibi, venu nous présenter le livre Ils aiment l'islam, que vous pouvez donc vous procurer partout. Salim Laibi est évidemment aussi le libre penseur que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, avec de nombreuses personnes qui le suivent. Et puis donc le site aussi, leslibrepenseurs.org. Salim, pour terminer cette émission, parce qu'il y en a 106 dans ce livre, Ils aiment l'islam, des citations. Une manière de répondre donc aux détracteurs, c'est comme ça qu'il faut les appeler, les détracteurs concernant les musulmans, l'islam, voilà. Si je vous demande d'en choisir 2 citations qui vous tiennent particulièrement à cœur, que vous avez envie de mettre en avant aujourd'hui, Salim Laibi. En fait, moi, je voudrais parler, vous savez, de la technique aujourd'hui de certains agents de subversion qui essaie de faire croire que l'islam est anti-juif, anti-chrétien. Je vais parler par exemple d'Éric Ciotti hier chez Ardisson, où il expliquait que, par exemple, il faut mettre dans la Constitution les racines judéo-chrétiennes. Oui. Donc du jour au lendemain, on nous a fait croire que le judéo-christianisme allait ensemble, alors que c'est l'huile et l'eau. Je vais vous le prouver. Donc ça, normalement, c'est André Clos, historien essayiste grenoblois, spécialiste de l'islam, qui a longtemps vécu en Turquie ainsi qu'au Moyen-Orient. Le livre c'est l'Espagne musulmane, édition Perrin, page 11, 1999. Les Visigoths, c'est les peuples alémaniques qui avaient vécu dans la péninsule ibérique. Les Visigoths avaient persécuté les Juifs au point d'édicter des lois antisémites dont le but était de supprimer toute présence juive. Le concile de Tolède avait décidé d'obliger tous les Juifs à se faire baptiser sous peine de lourds châtiments, y compris de tortures physiques. La circoncision était interdite, de même que l'absorption de nourriture rituelle. Il était interdit aux chrétiens de les fréquenter, jusqu'à ce qu'un concile décide de réduire tous les Juifs en esclavage et d'enlever tous les enfants juifs à leurs parents pour les élever dans la religion chrétienne. Une énorme vague d'antisémitisme déferla sur la péninsule. Les synagogues furent détruites. On comprendra que les Juifs aient facilité la conquête arabe et accueilli les envahisseurs comme des libérateurs. Donc ça, je rajouterai aussi une autre citation dans laquelle il expliquait par exemple que les Anglais ont interdit la présence aux Juifs pendant 3 siècles et demi. C'est pas rien, 3 siècles et demi, c'est juste gigantesque. Et maintenant, je vais citer Monsieur Wasserstein. David, je vous laisse deviner on va dire ses origines religieuses. Il est juif certainement. Alors, le livre, David Wasserstein, né en 1951, donc c'est assez récent, est professeur d'histoire et d'études juives à l'université Vanderbilt, spécialiste de l'histoire islamique et juive. Je le cite donc dans Alors qu'est-ce que les musulmans ont fait pour les juifs? Ok, c'est le titre de son livre. L'islam a sauvé la communauté juive, c'est une revendication impopulaire et inconfortable dans le monde moderne. Mais c'est une vérité historique. L'argument pour cela est double. D'abord en 570 avant Jésus-Christ, quand le prophète Mohammed est né, les juifs et le judaïsme étaient sur le chemin de l'oubli. En second lieu, l'avènement de l'islam les a sauvés, fournissant un nouveau contexte dans lequel non seulement ils ont survécu, mais ont prospéré, jetant les fondements de la prospérité culturelle juive ultérieure également dans la chrétienté, à travers la période médiévale dans le monde moderne. En termes religieux aussi, les juifs jouissaient d'une liberté pratiquement totale. À cette époque également, l'hébreu a été ressuscité en tant que langue de haute littérature, parallèlement à l'utilisation par les musulmans d'une forme élevée d'arabe à des fins similaires. Une grande partie de la plus grande poésie en hébreu écrite depuis la Bible vient de cette période. Alors c'est Sadi Agaon, Salomon Ibn Gabirol, Ibn Ezra, Moïse et Abraham, Maïmonide, Yehuda Alevi, Yehuda Laharizi, Samuel An-Najid et beaucoup d'autres. Tous ces noms bien connus aujourd'hui appartiennent au premier rang de l'effort littéraire et culturel juif. Alors la prospérité culturelle juive au Moyen-Âge a été en grande partie tributaire de la prospérité culturelle musulmane, arabe et dans une certaine mesure politique. Lorsque la culture arabe musulmane s'est épanouie, la culture des juifs a elle aussi prospéré. Quand la culture arabe musulmane déclinait, celle des juifs aussi. Voilà, c'est juste. Il y en a des dizaines comme ça. Il y en a 106. Voilà, 106. Et je vous jure, c'est toujours aussi pertinent et aussi choquant. Tellement c'est l'inverse. On nous explique que nous, quand on se lève le matin, vous savez, on kidnappe les enfants des juifs pour boire leur sang, on tue des chrétiens pour s'amuser. C'est un peu ça le truc, Alors que
des universitaires éminents, juifs, chrétiens, tout ce que vous voudrez, même athées. Il y a un peu de tout. Il y a même des francs-maçons là. Hein. Il y a un peu de tout. C'est des gens qui ont écrit, des personnalités qu'on ne peut pas ignorées, éminentes, qui ont dit tout ça, voilà, tout simplement. Le livre s'appelle Ils aiment l'islam et vous pouvez vous le procurer évidemment partout chez tous les bons libraires, sur Amazon, sur le site librepenseur.org. Facebook, Twitter et YouTube. Merci beaucoup Salim Laibi d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci mon gamin Labina et merci Hossein Ras. Bonne soirée. Dans un instant, on parle de sport les amis. C'est la nouveauté de l'émission le LGF qui fait eh bien prolongation, j'ai envie de dire, le lundi. On va parler de foot dans un instant, de sport avec Razik Métis sur France Maghreb 2. L'info avec notre ami tout de suite Jean-Marc Salbert. Bonjour Jean-Marc. Bonsoir. Un nouveau préfet de police dans la capitale. Le chef du gouvernement Édouard Philippe, après la réunion organisée à l'Elysée, annonce que Didier Lallemand, l'actuel préfet de Nouvelle-Aquitaine, va dès demain remplacer Michel Delpuech, qui est donc écarté, limogé après les dysfonctionnements constatés face au nouveau saccage samedi à Paris en marge de l'acte 18 de la mobilisation des Gilets jaunes. Pour le Premier ministre, des consignes inappropriées ont été passées pour réduire, selon lui, l'usage des LBD, des lanceurs de balles de défense. Édouard Philippe promet une nouvelle stratégie visant à un renforcement de la fermeté dans le maintien de l'ordre. Et il assure que les manifestations dans les quartiers les plus touchés seront désormais interdites en cas de présence d'éléments ultra et de volonté de casser sur les Champs-Élysées à Paris, sur la place Péberlan à Bordeaux ou encore sur la place du Capitole à Toulouse. La police néerlandaise annonce rechercher un homme originaire de Turquie suite aux fusillades ce matin dans un tramway et dans plusieurs autres lieux dans la ville d'Utrecht au centre des Pays-Bas. Elle s'adresse, la police néerlandaise, au public pour obtenir des informations en diffusant le portrait du suspect âgé de 37 ans, l'auteur présumé des coups de feu qui est parvenu à s'enfuir après avoir fait au moins 3 morts. Les forces de l'ordre n'excluent pas l'hypothèse d'une attaque terroriste. Le cardinal Barbarin a présenté officiellement sa démission au pape François aujourd'hui lors d'un entretien au Vatican. 11 jours après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour avoir gardé le silence sur les agressions sexuelles du père Prénat. Le chef de l'Église catholique pourrait se donner plusieurs semaines avant de prendre sa décision. On a appris la disparition du roi de la guitare surf, le musicien californien dont on reconnaît une influence majeure sur les Beach Boys, sur Jimi Hendrix, sur le heavy metal, l'américain Dick Dale, s'est éteint à l'âge de 81 ans. Avec sa Fender Stratocaster, il s'était fait connaître avec Missy Lou en 1962, un énorme tube utilisé entre autres par Quentin Tarantino pour le générique de Pulp Fiction. C'est la fin de ce flash, je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb